Il reste un micro ici. Voilà, comme ça vous pourrez vous le passer. Alors, l'analytique RH, les données, voilà quelque chose évidemment important pour les directions de ressources humaines, leur fiabilité, leur conformité, leur pilotage, leur ponctualité sont essentielles, et des enjeux clés pour que la donnée ait une valeur et ne soit pas forcément un coût. Analytique RH, libérer la valeur de vos données RH. Je vous laisse la main. Merci Myriam, merci Thomas, merci, et merci Franck d'être avec nous. Alors oui, en effet, bienvenue dans notre atelier Analytique RH, libérer la valeur de vos données RH. Alors pour débattre de ce sujet, je serai accompagnée de Franck Bergig, bonjour Franck, et de Thomas Chardin. Avant de leur donner la parole, je vais juste me présenter très rapidement. Je suis Myriam Métier, je suis Product Marketing Manager chez Cegid sur les données, entre autres, les offres data, mais pas que, sur Talentsoft, ainsi que d'autres offres chez Cegid. Alors, sans plus attendre, parlons de ce sujet. En effet, Franck, pour se présenter tout d'abord, en quelques minutes. Oui, bonjour. Donc, Franck Bergig, je suis responsable de produits informatique. Je suis depuis plus de 20 ans dans l'édition de logiciels et plus spécialement dans toute la partie RH, gestion des talents, gestion des compétences. Et récemment, je développe et je participe au projet de reporting et d'éditique chez Cegid autour de tout ce qui peut être états légaux, bilans sociaux, BDESE, etc. Merci Franck. Et Thomas, en quelques minutes. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Thomas Chardin, dirigeant fondateur de Parlons RH. Merci Cegid de votre invitation à venir échanger avec vous sur cette thématique. Une phrase sur Parlons RH, pas plus. Bon, Parlons RH est le co-organisateur de cet événement HR Technology France, mais c'est aussi un média pour les professionnels RH et une agence de services en content marketing RH et en social media RH, tant pour les DRH que pour les acteurs de l'écosystème, start-up et prestataires. Merci Thomas. Alors sans plus attendre, attaquons ce sujet. On sait que le SIRH est une mine d'or de données qui permet d'avoir de l'analyse de personnes, mais aussi d'anticiper des décisions, de créer de la valeur. Mais pour cela, il faut avoir des données fiables, exploitables, autant je dirais sur des aspects de fiabilité et de confiance que sur les données humaines. Et pour cela, en fait, on sait que 90% des responsables de l'analytique RH pensent qu'une culture axée sur les données offre une vraie valeur commerciale. Donc on sait qu'il y a un réel potentiel et que 81% des DRH déclarent qu'elle permet aux managers de prendre des décisions sur le moment. Alors je dirais, qu'est-ce qui manque quelque part pour avancer sur l'analyse des données, sachant qu'en plus, selon Gartner, on a tous les moyens et tous les outils autant pour monitorer la donnée avec, je dirais, des outils de reporting, de conversation, pour explorer avec de la data visualisation ou encore pour investiguer, pour faire du prédictif. Alors, je me tourne vers Thomas. Pourquoi ça décolle pas ? Alors effectivement, ça décolle pas beaucoup en fait. D'abord, les DRH sont très croyants mais peu pratiquants en termes de data et des technologies. Je l'ai évoqué hier lors de la keynote d'introduction. Et donc effectivement, se pose la question du pourquoi. Alors avant de répondre à la question pourquoi, je voudrais juste préciser qu'il y a quasiment autant de DRH que d'entreprises en France. Donc c'est difficile d'avoir un propos généraliste qui collerait à toutes les fonctions RH. Le tissu économique français, je le rappelle vraiment très rapidement, c'est 99,8% des entreprises qui ont moins de 250 salariés en France. Des entreprises de plus de 5000 salariés, il y en a 250, 256 précisément dans le secteur privé. Des entreprises entre 250 et 5000 salariés, il y en a 5000, 20 fois plus. Des entreprises entre 10, je ne vais pas tout vous faire, vous inquiétez pas. On parle d'analytique RH, je commence déjà avec balancer plein de chiffres. Mais des entreprises qui ont entre 10 et 250 salariés, il y en a 150 000. 30 fois plus. Donc vous voyez qu'en fait, on est sur un marché qui est très éclaté et évidemment, on n'a pas la même maturité, la même appréhension de l'analytique RH dans une belle ETI que dans un grand groupe international. Tout le monde ne connaît pas forcément le Gartner, par exemple, en France. Donc ça, c'est juste une petite en préambule. Après, la fonction RH, elle a toujours traité beaucoup de données. Toujours beaucoup de données qualitatives, quantitatives et juridiques. Et elle a, à mon sens, beaucoup progressé dans son appréhension de ces différentes données, dans le reporting, un petit
peu dans l'exploitation et dans l'analytique. Mais c'est vrai que le chemin à parcourir reste très important au regard en fait du chemin parcouru par la technologie elle-même. La technologie elle-même s'est développée de façon quasiment exponentielle. Est-ce qu'on a pour autant, je dirais, de façon corrélative, utilisé dans les mêmes proportions la donnée RH? Ben non, pas du tout. Donc il y a beaucoup de chemin à parcourir. Alors, pour répondre à votre question, en fait, pourquoi? Je dirais alors il y a beaucoup de raisons de ce pourquoi la fonction RH, les professionnels RH ne s'approprient pas plus que ce qu'ils l'ont déjà fait la data. Trois grandes raisons selon moi. La première, c'est un problème de formation, me semble-t-il. C'est-à-dire que je ne connais pas beaucoup de cursus qui forment à la data RH, de cursus initiaux. Il y a la technologie RH. Pourtant, on est en 2023. Et ça serait bien que toutes les formations RH intègrent, ce qui paraît normal dans une société digitalisée, un pan d'enseignement sur la technologie et la data. Premier point, la formation. Deuxième point, l'acculturation. Disons-le tout de suite, la fonction RH, elle a toujours eu une appréhension un peu ambiguë de la technologie. De façon un peu réducteur, je vais le résumer un peu comme ça, parce que l'objet de la fonction RH, l'objet de sa mission, bah, c'est la patte humaine. C'est l'humain de l'entreprise, c'est le vivant de l'entreprise. Et le vivant de l'entreprise, il ne se met pas dans un code binaire fait de 0 et 1. Non, on n'est pas des numéros. Donc comme on n'est pas des numéros, ben, la technologie, presque, j'ai envie de dire, elle ne passera pas par moi. Et donc on a toujours eu un peu un train de retard vis-à-vis de cette dynamique technologique, cette digitalisation de la société. Donc un problème de formation, un problème d'acculturation, je dirais. Et puis le troisième problème, c'est aussi un problème de solution. On a beau être à HR Technologie France, ben, il n'y a pas toujours eu des solutions qui soient transversales, globales, avec une ergonomie up-to-date, désolé pour tous ces anglicismes, et qui permettent d'appréhender la donnée en confiance. Je pense on y reviendra sur le thème de confiance. Voilà. D'aborder ce sujet en toute confiance. Voilà les trois raisons principales de ce pourquoi il nous reste encore beaucoup de chemin à faire. Merci pour ces trois raisons, en effet. Et ne pensez-vous pas que c'est aussi un problème de maturité, finalement, de la fonction RH à exploiter ces données et finalement aussi d'avoir l'occasion peut-être de valoriser la fonction quelque part en montrant des indicateurs, en montrant aussi un peu de la transparence quand c'est demandé? Alors, je ne crois pas que la légitimité de la fonction soit uniquement dans le fait de brandir le bon chiffre. Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de missions de la fonction RH qui ne se mettent pas ou qui se mettent difficilement en chiffres. Comment mettre le dialogue social en KPI, à l'exception des chiffres fournis par la police et les syndicats avant-hier? Difficile. Le climat social aussi. Alors bien sûr, on peut avoir quelques thermomètres, mais c'est quand même assez compliqué. Et donc il faut bien distinguer, je dirais, la norme quantitative de l'expérience qualitative, l'indicateur du sens de l'indicateur. Ça, c'est un premier point qui me semble important de préciser. Après, les raisons qui doivent pousser les professionnels RH à mieux appréhender la data et l'analytique RH, là encore, il y en a beaucoup. Je vais essayer de les résumer à mon avis. Il y en a trois grandes raisons principales qui sont les motivations et les bénéfices de l'analytique RH. Le premier, c'est comprendre. Je parlais de patte humaine, mais c'est de comprendre, au fait, qui sont nos clients. J'utilise volontairement un terme marketing. Qui sont nos clients? C'est quoi le descriptif de nos clients? Alors là, souvent, on me dit, oh, ça paraît évident. C'est pas si évident que ça, en fait. C'est-à-dire quand vous dites, tiens, vous allez recruter qui? Où? Des expérimentés, des jeunes diplômés de quoi? Et c'est quoi leurs attentes? C'est quoi leurs besoins? C'est quoi leurs frustrations? Quels sont l'âge? Mais c'est pareil aussi sur l'effectif interne. Alors, il y a quelques années, je devais déployer une solution d'analytique RH et c'est une petite anecdote. Si je suis trop long, il faut me le dire. En fait, pour essayer de montrer qu'on était en défaut sur des indicateurs de base, en CODIR, je demandais 4 questions aux membres du CODIR avec des post-it. Voilà, je leur disais, vous mettez juste sur un post-it l'effectif,
Le deuxième post-it, vous mettez le turnover. Le troisième post-it, vous mettez l'absentéisme. Et le quatrième, vous mettez la masse salariale. Sur l'effectif, tout le monde mettait une réponse, personne n'avait la même. Je n'ai jamais trouvé un codir qui mettait le même effectif. Jamais. Sur le turnover, vous avez déjà 50% du codir qui ne mettait pas le taux de turnover, parce qu'ils ne le connaissaient pas. Et puis après, vous avez des écarts entre 8 et 35%, grosso modo. C'est-à-dire qu'on mettait tout et n'importe quoi. Sur l'absentéisme, on ne comprenait pas généralement la question, et je parle que de l'absentéisme, même pas du micro-absentéisme ou de l'absentéisme dans certains endroits. Et enfin, sur la masse salariale, à part le DAF, personne ne la mettait, et le DAF donnait des indicateurs qui étaient faux. Donc même sur des données évidentes, de base, on a du mal à les obtenir simplement et à tous partager la même chose. Après, une fois qu'on aura ces données de base, eh ben là, on pourra identifier des liens de causalité dans les comportements. Des liens de causalité ou de corrélation. Et de comprendre. C'est ça qui paraît intéressant. Pour finir rapidement, pour laisser la parole quand même, je ne voudrais pas la monopoliser. Donc le premier, à quoi nous sert l'analytique RH? Le premier, c'est comprendre. Le deuxième, c'est évidemment agir. C'est de pouvoir identifier les bons choix à formuler dans les pratiques et les pratiques RH. Et le troisième, c'est prouver, avoir un discours de preuve. Et en fait, presque avoir une pédagogie, je parlais du codir, mais c'est vrai auprès des managers, des collaborateurs, des partenaires sociaux, c'est d'avoir un discours de preuve et de faire de la pédagogie de nos choix et de nos décisions RH. Mais ça vient qu'en troisième étape. Il faut d'abord que sur les fondamentaux, on soit bien assuré. Vous avez évoqué la notion de transparence, juste un tout petit mot. Je ne suis pas pour une fonction RH transparente, je suis presque pour l'inverse. On doit avoir chevillé au corps la confidentialité et non pas la transparence. La transparence, c'est dire tout à tout le monde, un peu n'importe quoi d'ailleurs. En revanche, je rejoins sur le fait que la donnée permet d'avoir un discours d'authenticité, de vérité et de pédagogie. Ça, oui. Merci Thomas. Donc là, on a vu un peu finalement le volet de la culture de la data. Moi, je vais me tourner maintenant vers Franck pour tout ce qui est finalement cette adoption de la donnée et comment on va l'utiliser, comment on peut l'utiliser simplement avec des outils qui soient utilisables par tous. Mais au-delà de ça aussi, peut-être à répondre à d'autres enjeux. Alors, il y a des enjeux de learning, puisqu'on est ici sur un salon de learning, comment on va exploiter ces données. Et aussi, et vous êtes tous confrontés aussi à ça, à des enjeux légaux. Dans ce contexte, puisque quelque part l'État est très innovateur dans tout ce qui est innovation réglementaire et légale, conventionnelle, les index entre autres EFH, BDESE, avec le dernier petit E. Franck, clairement, quels sont les obstacles à écarter rapidement si on souhaite répondre aux attentes en termes de reporting et reporting légal? Déjà sur ce volet-là, et après on parle un petit peu de learning. Alors, je vais pas paraphraser Thomas, mais il l'a très bien exprimé. Ce qui est important quand on rencontre des DRH, c'est la confiance qu'ils ont dans leurs données. Beaucoup de leurs DRH, et c'était clairement exprimé, à la question du turnover, à la question de l'absentéisme, n'ont pas les ou la bonne réponse. Or, quand on fait du légal, il n'y a qu'une réponse, et malheureusement, il faut qu'elle soit juste. Donc, à ce titre-là, ce qui est très très important, c'est d'aller au-delà du KPI, et c'est d'être capable d'être en parfaite confiance et en parfaite sécurité avec les données qu'on exprime, qu'on expose. Et pour ça, tous les DRH doivent ou peuvent se poser 3 grandes questions. La première, c'est est-ce que les analyses que je vais faire se basent sur des données qui ont été validées et qui sont fiables? Est-ce que c'est bien le bon nombre de collaborateurs que j'ai? Est-ce que c'est bien le bon niveau de paye? Est-ce que c'est bien les bons niveaux de catégorie socio-professionnelle ou autre? La seconde, c'est est-ce que ce que je le calcule correctement par rapport à ce que m'impose le législateur et aussi par rapport à ce que ma direction me demande en termes de chiffres. Et la troisième, bien entendu, c'est est-ce que je suis sûr de pouvoir transmettre ça à la bonne personne de manière sécurisée? Une fois qu'on a répondu à ces 3 questions-là, les outils sont là pour nous aider. Et ils vont nous aider pour être capables de définir 4 grandes portes à franchir en termes de confiance de données. La confiance, c'est quelque chose qu'on ne peut pas remettre en cause. C'est juste et c'est toujours juste. On ne peut pas être juste une fois sur 2. Les outils informatiques et les outils que les éditeurs vont mettre à votre disposition vont vous permettre, comme ça, d'être en mesure d'avoir des données qui ne bougent pas et qui sont systématiquement, correctement calculées et formulées. Et pour ça, il faut que les outils soient en capacité de vous donner de quoi contrôler vos données. Alors, vous avez déjà des états de contrôle qui existent, des livres de paye, des états des charges, des DSN, on en reparlera.
Et ce qu'il faut, c'est être capable de dire, l'outil que j'utilise me propose une certaine vision de mes données, est-ce que je peux moi-même les contrôler par rapport à des états standards que je fournis toutes les semaines, tous les jours, tous les mois. Et si je suis en capacité de faire ça, alors ça veut dire que je suis capable d'expliquer mes données et je suis même capable, si je le souhaitais, de pouvoir les revoir, les recalculer et pourquoi pas de me les personnaliser, ces données. Donc les datas, c'est une et une seule version, forcément obligatoire, et je dois avoir confiance dans toutes mes datas parce qu'en plus le règlement évolue et se complexifie tous les ans. Super. Donc il y a 4 niveaux de confiance qu'on pourrait dire. Donc la confiance dans la qualité des données, la confiance dans le résultat des calculs, la confiance dans l'autonomie et la confiance dans l'acquisition des données. Donc pour ça, je ne comprends pas parce que qu'est-ce que vous expliquez, ce que vous expliquez quelque part, on l'a un peu dans la DSN. La DSN est quand même une unique source de données RH. Elle est simple, automatisée, standardisée. Pourquoi ça ne suffit pas ? Alors, la DSN, elle a été faite pour un besoin très précis et ce n'est pas celui de faire du reporting à la base, c'est celui d'envoyer des données. On le voit bien, il y a des nouveaux projets comme le projet Impact au JPMDS ou des choses comme ça, dans lesquels on essaye de sortir des données purement à partir de la DSN. On se rend compte qu'on est extrêmement limité. C'est pour ça que la DSN est une vraie source que personne ne peut remettre en cause, et heureusement, ça a été fait pour ça. Et aujourd'hui, elle est incomplète dans son approche. Donc la DSN, oui, c'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. D'accord, ok. Et donc aujourd'hui, cette standardisation qu'on voit de manière un peu extrême dans les rapports, est-ce qu'elle permet vraiment de s'adapter à tous les besoins de l'entreprise ? Alors, la standardisation, elle est nécessaire. Aujourd'hui, on ne peut pas faire sans, c'est le seul moyen d'imposer un étalon. C'est l'effet de masse. Si c'est bon pour 99% des gens ou des entreprises comme moi, alors c'est bon pour moi. Donc il faut un standard, c'est la référence, c'est la Bible sur laquelle tout le monde s'appuie. Mais il faut que ce standard ou cette Bible, on puisse bien entendu la faire évoluer. Et là, je ne parle pas de remettre en cause, je parle vraiment d'évolution, de repartir de cette base-là pour tirer de nouveaux indicateurs ou de nouveaux moyens de représenter les choses qui sont à la fois valides pour le législateur et qui sont aussi valides pour l'entreprise. Parce que la façon de vouloir comptabiliser de l'absentéisme, ça va être différent dans une industrie, dans une entreprise du tertiaire, quand bien même c'est quelque part le même indicateur derrière. D'accord, ok. Et donc on peut disposer entre autres de reporting légaux standards, d'indicateurs externes, d'indicateurs aussi sur le learning. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Alors oui, sur le learning, bien entendu, c'est un indicateur où ce seront des indicateurs comme les autres. Les indicateurs qui sont fournis dans la BDESE sont extrêmement minimalistes en nombre de stagiaires, en nombre de formations, en nombre d'heures. Par contre, quand on va tomber dans le learning, on va tomber dans le qualitatif. Et là, il faut faire très attention, très attention. Ce que moi j'appelle l'effet Waze. C'est-à-dire que si tout le monde, vous connaissez tous Waze, le GPS qui permet, entre autres, d'essayer d'éviter un certain point bloquant, si tout le monde s'amuse à dire qu'une route est bouchée alors qu'elle ne l'est pas, Waze va vous emmener sur une autre route. Et donc on va tirer des conclusions complètement stupides, mais extrêmement mathématiques, d'une situation qui n'est pas vraie. Donc il faut faire très attention à tous ces syllogismes qui permettent de dire, quand j'analyse, et Thomas l'a très bien dit, la RH, c'est pas un 0 et un 1. Quand on analyse des comportements, quand on analyse des compétences, c'est pas noir ou blanc, il y a plein d'échelles de gris. Donc les indicateurs, dans le cadre de la gestion des talents, des compétences, oui, mais attention à l'éthique et à bien rester focalisé, soit sur du comptage, combien de commerciaux, combien d'évaluations, combien de, et pas tirer des conclusions uniquement sur le logiciel à partir de ce qu'on a dans les comptages. Alors moi, je me retourne à nouveau vers Thomas, avec tout ce que vient d'expliquer Franck sur la confiance, sur toute cette méthodologie, sur cette standardisation. Est-ce que vous auriez un peu plus confiance dans ces reportings ? Est-ce que quelque part, vous voyez que tous les bloqueurs sont ouverts pour se lancer ? Alors, je ne suis pas un spécialiste de la confiance, Ouais, bon. mais déjà la confiance, elle est effectivement très polymorphe, très plurielle, et vous l'avez très bien évoqué, elle a plusieurs facettes, et il faut que toutes les facettes soient remplies comme un Rubik's Cube presque, pour qu'il y ait confiance, qu'elle soit généralisée. Par ailleurs, la confiance, elle se gagne par goutte et elle se perd par litre. Ce qui explique pourquoi notre appréhension sur le sujet de la data, c'est qu'il suffit qu'une fois on n'ait pas eu confiance pour un peu perdre tous les bénéfices de la confiance par ailleurs.
Ce que je crois, c'est que déjà la confiance, c'est un concept qui parle énormément aux DRH, puisque ce sont eux les générateurs de confiance de l'entreprise, donc ils se doivent d'avoir confiance dans la data. Donc oui, je crois évidemment à la confiance dans la data. Je voudrais juste rajouter peut-être une petite condition ou un prérequis, mais ça a été évoqué. En fait, c'est que ça soit bien, qu'on fasse la pédagogie de la donnée, c'est-à-dire qu'on puisse contextualiser la donnée pour aboutir finalement à un chiffre qui soit, mais vous l'avez évoqué, hein, mais un chiffre qui soit pas un chiffre froid, qui soit pas un chiffre désincarné. Je crois qu'il faut redonner cette couche presque d'humanité dans ce qui pourrait être appréhendé quelque chose de très froid, un chiffre. Ça serait idéal pour générer de la confiance. Vous avez raison. Et c'est pour ça que pour moi, en tout cas, ou en tout cas l'approche qu'on a nous chez Cegid, c'est que désormais les logiciels, ils sont pas là pour vous donner une valeur, ils sont là pour vous expliquer la valeur et la décrypter. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a la valeur qui s'affiche, il y a toute la formule de calcul, il y a toute l'explication qui vous dit pourquoi on a trouvé cette valeur-là. Parce que si je vous dis l'absentéisme, c'est 56%, personne ne sait le remettre en cause. Les logiciels, maintenant, doivent aller au-delà. On fait du ludique. On fait c'est du jeu, quoi. C'est ça. On apprend et en même temps, on propose des valeurs. Voilà. Dans ce cadre-là, effectivement, je pense que la confiance, elle sera partagée, généralisée. Bon, écoutez, cette conférence est terminée. Merci à vous deux pour votre contribution. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, je suis sûr qu'il y en a. On peut vous applaudir déjà tous les trois et vous remercier parce que c'est toujours intéressant de lever le nez du guidon et de mettre tous ces sujets en perspective. Qui a une question à poser à nos trois experts? Moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tous les trois et ce que tu disais tout à l'heure, Thomas, sur, j'allais dire, une certaine légitimité à porter des données qui valent quelque chose. Je prends toujours l'exemple des services marketing ou des services finance, où là, il n'y a pas de sujet. Ils ont des données fiables. On en tient compte parce que c'est directement en lien avec le business, soit pour gérer la boîte ou soit pour lancer des produits et s'assurer que tout fonctionne. La fonction RH, et tu le disais très bien tout à l'heure Thomas, elle doit montrer encore, parce que c'est un peu la fonction du doigt mouillé, la fonction on est plus dans le quali que dans le quanti. Et je voudrais que tu reviennes là-dessus, peut-être vous aussi, tous les deux, sur cette nécessaire légitimité pour se dire oui, les données que les RH vont proposer, elles sont fiables, elles vont être utiles à l'entreprise, et j'irai même plus loin, il y a un vrai ROI. La question du ROI est très compliquée en RH. Ça rapporte combien un salarié motivé? Comment le quantifier? Alors, comment le quantifier? Et donc c'est là toute la difficulté. Donc cette appréhension qui prend du temps, elle s'explique très bien. Elle s'explique par la nature même de notre mission. Pardon, je m'associe à vous, qui est de dire mettre l'humain en indicateur, c'est pas si simple. Premier point. Avoir des liens non pas de corrélation, mais de causalité. Ah, c'est parce qu'il a suivi une formation qu'il est bon. En économie, vous savez, on dit toute chose égale par ailleurs. Mais sauf que dans la société moderne, il n'y a rien qui est figé. Il suit une formation, il a peut-être un nouveau manager, il a peut-être un autre produit à vendre, etc. Et donc, c'est effectivement extrêmement compliqué. Il n'empêche que dans la société dans laquelle on est, si la fonction RH ne s'accapare pas autant la technologie, la data que la dynamique financière des organisations, elle se met à côté de la société. J'avais un DRH qui faisait un DRH du CAC 40 qui faisait une grande conférence comme ça et qui disait « Messieurs, dames, chers confrères, j'ai trouvé la manière de me faire entendre en codir. » Et là, tout d'un coup, grand silence, roulement de tambour, coup de trompette. Et ce DRH du CAC 40 dit « Je parle chiffres. » Il serait temps, en fait, de parler chiffres en codir, de pas être le dernier à parler dans l'ordre du jour et que tout le monde parle sur ses propres sujets, mais d'être le premier à parler sur la base de chiffres, parce que oui, on peut aborder la chose en chiffres, et de parler soit en tant que DRH sur les autres sujets des autres, de couper la parole au DAF, de couper la parole au directeur marketing, avec un langage qui est un langage commun et partagé, que celui de la finance et de l'économie, et non, l'économie, ce n'est pas sale, etc. Évidemment, je suis un peu schématique dans mon propos, j'en conviens tout à fait, mais c'est pour essayer de bouger les lignes. Non, mais tu as raison. L'idée que tu développes, et je vais laisser la parole aussi à Franck et Myriam, c'est oser, quelque part, oser ces données, oser prendre la parole. On peut dire quand même que les choses ont un peu bougé pendant la période Covid, où on s'est aperçu que la fonction RH,
finalement, elle avait des données intéressantes quand il s'agissait de cette typologie de contrat, où il fallait suivre les évolutions réglementaires. Franck? Non, mais vous avez raison. Ce qui est sûr, c'est que le Covid a montré que sans les données, on ne pouvait pas passer le cap d'après. Tout le monde était chez soi, les ordinateurs étaient coupés. Et donc, il fallait être capable de dire, mais combien on a d'intérimaires, combien on a de... Et qu'est-ce qu'on fait de nos apprentis, qu'est-ce qu'on fait de nos stagiaires? Quelqu'un doit être sur site, ils ne peuvent pas y aller tout seuls. Ça a démontré la valeur des données. Mais par contre, je rejoins tout à fait ce que dit Thomas. Il n'y a pas de raison que les RH ne parlent pas de chiffres, surtout que des chiffres, on en a. Donc, ce qu'il faut, c'est, aujourd'hui, si je vous demandais si vous étiez capable de refaire une paye à la main, tout le monde me dirait non. Personne ne sait refaire une paye. Et donc, on met notre confiance dans l'outil de paye pour refaire une paye. Qu'est-ce qui garantit qu'elle est juste, cette paye? La DSN. Quand on envoie la DSN et que c'est faux, on se fait redresser. Mais il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas comme ça pour les outils RH et de reporting. Tous les clients que j'ai, à chaque fois qu'on leur installe un outil comme le nôtre pour le calcul du bilan social ou de la BDES, me disent « je vais gagner des semaines par mois ». Parce que recalculer un turnover que personne dans l'entreprise ne peut me garantir, moi j'arrive avec un chiffre, on me dit « t'es sûr que c'est le bon ?» Je crois, je l'ai fait à la main, chez moi, le soir. Il faut arrêter ça. Non, mais ça, c'est intéressant. Et si Elisabeth Humbert-Bottin, au JPMDS, nous entend, je pense qu'elle sera d'accord avec vous, Franck. Myriam, je vois que vous voulez prendre la parole. C'est vrai que c'est le premier signal d'exécution du contrat de travail, la paye. Donc, il faut que ce soit à temps et que ce soit juste. Et c'est aussi un moyen aussi d'embarquer les collaborateurs. Ou même de les attirer. Oui, dans cette boîte, on paye bien, puis on paye à temps. Myriam? Non, j'avais juste une dernière question, et j'avais une question plutôt pour Franck. Et justement, quelle est la roadmap 2023 sur ce sujet-là? Alors, la roadmap, je vais parler de la mienne ou de la nôtre, on va dire ça comme ça. Mais ce qui est clair, c'est que, quelque part, il y a une période qui s'est terminée dans les années 2020. Beaucoup d'entre vous, peut-être, ont embauché des analystes, des experts de la donnée. Et ce sont des gens qui sont arrivés, c'était des mathématiciens, ils maîtrisent les matrices carrées parfaitement. Et au résultat des courses, ils vous ont produit des indicateurs que personne n'a pu remettre en cause, mais que personne n'a pu valider. Ça coûtait très très cher, et quand l'année d'après on revenait, on disait faut recommencer le travail, parce que c'est de l'analyse à la main, on n'est pas du tout dans l'industriel. Je vous rappelle, BDES, 3 ans dans le passé, 2 ans dans le futur. Alors si c'est compliqué d'expliquer le futur, nous-mêmes on ne sait pas, hein. Le futur il est mouvant. Les 3 ans dans le passé, c'est ce qui vous permet de pouvoir, de manière simple, appuyer sur un bouton et voir 200, 500, chez nous 580 indicateurs apparaître et vous dire voilà comment votre entreprise a évolué dans le temps. Voilà comment vos gens se sont comportés, comment ils se sont engagés. C'est factuel, c'est juste à hauteur de la description des formules de calcul que vous pouvez refaire à la main. Après, c'est pas pour autant que ça va vous permettre de dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Ça, c'est le jugement de chaque responsable ressources humaines à dire je suis dans la bonne voie par rapport à la stratégie qu'on m'a demandé d'appliquer. En revanche, et vous le disiez tous les trois, ça permet aussi de se dire que c'est sécurisé, ça arrive à temps, ça respecte la compliance, et du coup, je deviens pilote et non plus comptable de allez, je recalcule, peut-être le mot de la fin avec toi, Thomas, ce que peut coûter le fait d'être hors des clous en termes de réglementaire. Hein, Je suis désolé, j'ai pas entendu la question parce que le retour son vers la salle, il va vers l'estrade. Je disais par rapport à tous ces sujets-là, ça permet de se concentrer sur la vraie valeur RH parce qu'on est dans le pilotage des données et non plus dans allez, on va recalculer, puis toi tu vas vérifier si c'est bon et tout. Donc déjà, ça permet de montrer qu'il y a une voie RH quali. Et puis aussi, on en revient au réglementaire, à la compliance, à la conformité. Si on sait que tout est sous contrôle, ça ne générera pas des coûts supplémentaires. Hein. C'est sûr que les fondamentaux doivent être assurés pour pouvoir adresser ce qu'on pourrait appeler la pyramide de Maslow RH, c'est-à-dire de monter dans les activités RH à plus forte valeur ajoutée. La paye, elle n'a pas de valeur ajoutée pour la transformation de l'organisation, même pour son économique. Vous ne pouvez pas faire une paye plus juste que juste. Si vous la remettez en avance, les salariés ne vont pas être motivés. En revanche, elle est potentiellement générateur de moins-value. Si vous la faites fausse, on vous tape sur la tête. Donc, il faut absolument que ces fondamentaux soient bien assurés pour pouvoir cranter vers les autres sujets qu'on a évoqués, qui est de dire d'exploiter la donnée pour mieux se mettre en perspective. L'avenir de la fonction RH, mais ce n'est pas l'avenir, c'est dès maintenant, en fait, qu'il faut pouvoir
sécuriser les fondamentaux pour adresser des missions à plus forte valeur ajoutée. Je pense que les professionnels RH eux-mêmes attendent d'investir ces chantiers-là, au même titre que l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les collaborateurs, les managers, les partenaires sociaux et l'équipe de direction. Donc, l'horizon du possible est face à nous. Osons. Pour libérer la valeur des données. Merci à vous trois. Vous pouvez les applaudir. Merci infiniment. Et on vous retrouve évidemment sur le très bel espace Cegid Talentsoft.